Clémence va nous parler de livres, des contributions différentes qui sont dans ce livre, qui sont extrêmement précieuses, qui sont souvent des textes courts qui sont appuyés sur des recherches beaucoup plus longues et qui permettent de vulgariser, et donc c'est-à-dire de donner à entendre au plus grand nombre des résultats de la recherche qui sortent en fait des préjugés et de ce qu'on entend à la télé et qui démontrent ce que c'est que le Rassemblement national et l'extrême droite. Donc tu nous feras un peu aussi ton analyse puisque tu as contribué à la postface de ce livre et l'ensemble des recherches. Et moi je vais essayer de vous donner d'autres éléments à côté de ce livre qui permettent de compléter en vous faisant un peu un voyage, alors prendre la fusée, pas celle de Musk, mais celle de la fusée insoumise, pour partir d'une vision globale, mondiale, et pour arriver au plus petit hameau, et donc en 5 étapes, pour voir comment ce phénomène de l'extrême droite s'ancre d'abord dans l'ensemble des pays occidentaux. On voit monter l'extrême droite dans l'ensemble des pays occidentaux. On a vu, et tu en as parlé Nathalie, comment l'extrême droite s'est implantée particulièrement en France, dans l'arc méditerranéen. Comment on peut interpréter ça? L'Hérault, qu'est-ce qui se passe dans notre département de l'Hérault? Et ça permettra de sortir de quelques préjugés. Les petites villes, avec les petits villages, comment ça se passe, tout ça. Et puis après, je rentrerai dans les détails de la circo et des villages, en fait, de comment ça s'est passé. Je crois que le phénomène majeur du capitalisme aujourd'hui produit du vote d'extrême droite. Il faut bien avoir ça en tête, parce que quand on regarde le résultat des élections aux États-Unis, on a effectivement ces grandes villes, les côtes Est et Ouest qui votent plus à gauche, c'est la gauche des États-Unis, hein. Et puis on a des États-Unis, des campagnes qui voteraient plus pour Trump, qui serait l'extrême droite. Et on retrouve ça aussi du côté alors aux États-Unis, la campagne, c'est une ville de 100 000 habitants, c'est la campagne pour eux, donc il faut relativiser. Hein. Mais on retrouve ça aussi, cette même géographie des centres et de sortes de périphéries au moment du Brexit. On a trouvé la même chose. Et en fait, on voit un phénomène partout où il y a une montée de l'extrême droite. Je le mets où, là-dessus? Sur le téléphone. Et ce phénomène, on le voit un peu partout dans le monde. Et je crois qu'il faut pouvoir l'analyser en dehors de ce qui se passe en France pour voir qu'est-ce qui structure en fait cette géographie du vote d'extrême droite et d'un vote qui s'oppose radicalement à l'extrême droite. Et je crois que c'est un effet du capitalisme tel qu'il s'est construit aujourd'hui, qui est un capitalisme des flux, qui est un capitalisme donc qui a besoin de concentrer la richesse dans des métropoles. C'est le phénomène de métropolisation. Et qui, à partir de ces métropoles, fait des échanges internationaux avec d'autres métropoles dans lesquelles la richesse se crée. Et nous, dans nos pays occidentaux, on le sait, à partir des années 70, eh bien, les usines sont parties. La production est partie. Nous ne sommes plus des territoires où nous produisons. Et toute cette production-là, et on le sait par exemple à Ganges, elle se faisait sur les territoires, et notamment des territoires un peu plus ruraux ou légèrement urbanisés. Eh bien, tout cela est parti. On a perdu nos agriculteurs aussi, même si on a mécanisé et qu'on continue à produire de manière agricole, mais beaucoup moins. Et les accords de libre-échange, c'est bien ce qui est en jeu, c'est-à-dire qu'on perd une part de notre agriculture dans ces accords de libre-échange. Eh bien, on a là l'essence même de ce qui est le capitalisme aujourd'hui. Concentration des richesses dans les métropoles, avec des échanges de flux entre ces métropoles. Et ce n'est pas pour rien, à mon avis, si la force de la France insoumise est forte dans ces métropoles. Parce qu'on y retrouve les travailleurs qui sont directement impactés par ce nouveau capitalisme. On y retrouve ceux qui sont ubérisés, ceux qui sont précarisés et qui sont la classe ouvrière. Alors, elle n'a pas la même figure qu'avant, la classe ouvrière. Elle n'est pas dans des usines, mais elle est dans des structures dans lesquelles on va faire du service, ou on va faire de la livraison, ou on va faire des ménages. Eh bien,
tout cet environnement-là, eh bien, ce sont les travailleurs qui sont dans les quartiers populaires. Et la France Insoumise, particulièrement le Nouveau Front Populaire, est extrêmement fort dans les quartiers populaires parce que c'est un électorat et ce sont des personnes qui sont directement impactées par le capitalisme mondialisé. Et puis, il y a une autre partie de la population qui est celle qui fait de la production intellectuelle, qui aussi travaille dans certains bureaux, qui produit de la recherche. Eh bien, là aussi, on trouve énormément de personnes qui sont de notre côté, parce qu'ils sont directement confrontés, en fait, à ces entreprises. Ils y travaillent parfois, et ils voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche, notamment du point de vue de l'écologie. Eh bien, on a là une population qui est présente, qui est prête à renverser la table. Et je crois que dans l'effort que nous devons faire, dans cette concentration de richesses qui appauvrit, en fait, les territoires ruraux, puisqu'on concentre toute la production de la richesse dans ces métropoles, on a dans les mois à venir, et je vais essayer de faire à chaque fois une analyse et des propositions qui sont derrière, si ça marche, on a des municipales qui vont arriver. Et effectivement, on a un enjeu extrêmement fort à s'implanter dans toutes les grandes villes, donc les métropoles, mais aussi les petites villes, dans lesquelles eh bien, on va être directement en confrontation avec ce capitalisme qui s'est installé de manière mondialisée. Et donc, nous, le travail que nous devons faire, alors il y a des pistes déjà qui ont été mises en place par rapport aux municipales, mais on doit bien avoir en tête qu'on ne peut pas faire un programme municipal pour une métropole qui va reproduire eh bien, le capitalisme mondialisé qui métropolise l'ensemble de la production. Ça doit être un élément du programme de chacune des métropoles de faire en sorte qu'elles sortent, et tu l'as dit Nathalie, qu'elles sortent de leurs frontières et qu'elles comprennent quelles sont les interactions qu'il y a avec les territoires ruraux qui les entourent. Parce que, en fait, l'eau de Montpellier, elle est récoltée eh bien, sur le Pic Saint-Loup. Et donc, si les gens qui travaillent et qui vivent sur le Pic Saint-Loup ne traitent pas bien cette eau, eh bien, en fait, l'eau des Montpelliérains, eh ben, elle ne va pas être consommable. Et la question agricole, si on veut faire, et c'est dans notre programme, faire des cantines bio, c'est pas dans Montpellier on peut le faire un petit peu, il reste quelques terres, mais ça va se faire en interaction avec les terres qui sont autour. Et donc, il y a et les travailleurs, énormément de travailleurs, on le sait, ne serait-ce que les bouchons qu'on a tous les jours, et en fait, ce sont des personnes qui vivent dans nos territoires, qui sont logées, qui ont des lieux qui les accueillent, où il y a des subventions, où il y a pour les associations, etc. Et donc, ce sont des gens qui travaillent aussi dans la métropole. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre de manière autarcique. Et donc, on a un enjeu essentiel. Si on veut lutter contre le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, on doit avoir une autre politique. On doit démétropoliser absolument eh bien, les grandes villes françaises. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, quand on regarde effectivement, on se dit, on regarde l'arc méditerranéen et on voit que de Perpignan à Nice, on a pratiquement que le Rassemblement national. C'est 46 députés du Rassemblement national sur l'arc méditerranéen. Il y en a combien en tout de députés Voilà, donc ce qui fait quand même pratiquement un tiers au sein de la Méditerranée. On en a un macroniste, qui a survécu, je ne sais pas comment il a fait. On en a 3 LR et on a 10 du Nouveau Front Populaire, dont 5 de la France Insoumise. Donc, il faut quand même arriver à s'interroger pourquoi cette région qui était le Midi rouge est devenue un Midi brun. Alors, c'est difficile de trouver des explications, mais pour moi, il y en a une qui me semble évidente et qui est en lien à ce que je vous ai dit un peu avant. C'est la question du tourisme. Dans ce territoire, le développement de ce territoire a été fait de manière principalement et uniquement, même quand on est sur le Languedoc, l'ancien Languedoc-Roussillon, sur le tourisme. Le tourisme a commencé d'abord du côté de la Côte d'Azur, dans les années 20-30, c'était le tourisme bourgeois, mais au fur et à mesure qui a apporté. Et il se trouve que le Rassemblement national a fait ses meilleurs scores d'abord vers là-bas. Et puis, au fur et à mesure, il est venu par ici, de par chez nous. Et je vais vous donner
une date, le printemps 92. Au printemps 92, il se passe un événement majeur, en fait, dans notre société actuelle. Au mois de mars, Billancourt, l'usine Renault, ferme ses portes. Au mois d'avril, le parc Euro Disney ouvre ses portes. Il y a eu une stratégie en France d'abandonner nos entreprises pour faire en sorte de rentrer dans une société de consommation, une société de loisirs, une société où l'ensemble de l'économie allait être tournée sur le tourisme. Et la répercussion qu'il y a eu, je crois, elle est énorme sur nos territoires. Parce que cette idée, qui est passée d'abord au point de vue de l'État, puisqu'on a construit, on a eu un plan Racine dans le sud de la France, qui a construit, qui a urbanisé, eh bien, elle est rentrée dans la tête du moindre élu sur le territoire en se disant, bon, bah, ici, il y a beaucoup de chômage, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire du tourisme. Et je vais vous raconter une histoire. Il y a 10 ans, j'étais élu local à l'ODEV, et j'étais venu rencontrer votre maire, encore actuel, à Ganges. Et il avait dit, ben, moi, pour développer ma ville, ce que je vais faire, je vais je vais faire venir un restaurant étoilé, et on va construire une seigneuriale, et on va faire venir plein de touristes. Voilà quelle était la stratégie. Mais quand on fait ça, ça veut dire qu'on va mobiliser du temps d'agent, on va mobiliser de l'argent, non pas pour les habitants qui vivent ici, mais pour des habitants qui ne sont pas là, et qui ne sont pas encore arrivés, et qui même seront que de passage. Parce que quand moi j'y ai travaillé, mais quand on travaille un petit peu en bord de mer, en fait on regarde ce qui se passe. Et qu'est-ce que c'est que le tourisme de masse en Méditerranée? Ce sont des personnes qui ne sont pas d'ici, qui viennent consommer des produits qui ne sont pas ici, qui ne sont pas produits ici, vendus par des personnes qui bien souvent sont des saisonniers, qui ont maintenant du mal à se loger, qui ne vivent pas ici, et qui sont dans des boutiques qui sont louées par des personnes qui généralement ne vivent pas ici non plus, qui vont juste entreprendre ici pendant 4 ou 5 mois, et puis après qui vont repartir. Et donc, le territoire devient un territoire juste de paysage. Ça devient Disneyland, ça devient juste le support sur lequel on va faire ce capitalisme de flux, dans lequel on va récupérer une somme d'argent, et puis après on va repartir ailleurs, on va aller vivre, pour ceux pour qui ça passe bien, on va vivre à l'étranger généralement, si vous connaissez quelques commerçants qui travaillent dans le tourisme. Et donc, à mon sens, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire que cet afflux du tourisme qui fait que, en fait, il n'y a pas d'économie réelle dans le sud de la France, ça a un impact extrêmement fort sur le chômage, et ça a un impact extrêmement fort dans nos vies, et ce qui fait que, et je nuancerai mon propos, on a le Rassemblement national qui est aussi fort dans ce sud de la France, c'est parce qu'en fait, il n'est pas structuré de la même manière, que notre économie n'est pas structurée de la même manière, comme dans l'ouest de la France, qui reste encore une région plutôt productive. Et ça nous permet de descendre d'un cran et de passer dans l'Hérault. Et de sortir aussi de quelques préjugés. Parce que quand on regarde la carte de l'Hérault du vote, on a un front de mer. En fait, c'est pas tout l'Hérault qui vote au Rassemblement national. C'est le front de mer. On évite Montpellier. Montpellier, ça vote bien à gauche. Mais on a le front de mer qui est le plus urbanisé, qui vote à l'extrême droite. Et on a tout le nord, à partir de la limite, c'est à peu près Gignac, qui vote à gauche. Donc on a les campagnes qui votent à gauche et les zones urbanisées qui votent à l'extrême droite. Alors vous comprenez que quand on est habitant de l'Hérault, moi qui étais député de la 4e circonscription de l'Hérault, qui est une circonscription rurale, quand j'entends dire que les campagnes votent à droite, votent à la droite et à l'extrême droite, et que les villes votent à gauche, ben je m'étouffe un peu. Je dis, mais ça ne correspond pas à la réalité. Et les territoires qui votent à gauche, qui sont ruraux, ils sont extrêmement nombreux en France. Ils sont extrêmement nombreux parce que c'est un héritage aussi de l'histoire. Ici, ben, on l'a rappelé, Jean-Luc, quand il est venu en Lozère, l'a rappelé, a parlé de l'histoire des Camisards. Il y a quelque chose qui marque ce territoire protestant, ce territoire cévenol, qui fait qu'il y a une tradition à gauche. Eh bien, en fait, il y a tout un tas de territoires ruraux
tu étais dans les Alpes-Haute-Provence, c'est la même chose. On a en fait tout le tour. On a les piémonts en fait des montagnes, notamment du Massif central. On a aussi de la moyenne montagne en Bretagne où on vote traditionnellement à gauche. Et donc il y a des campagnes qui votent à gauche. Elles existent. Et je crois que c'est extrêmement important de le dire et de le rappeler. Parce que ça permet de sortir des clichés et ça permet aussi de faire ce qui me semble absolument essentiel, c'est de reconnaître. Il y a une reconnaissance nécessaire de tous celles et tous ceux qui, dans les médias, on leur dit constamment et oui, ben, toute la campagne elle est à l'extrême droite, etc. Mais en fait, les gens qui sont à gauche, ils sont extrêmement nombreux dans ces territoires-là. Et on a besoin de reconnaître tout l'effort qu'ils font. Et moi, je pense notamment aux copains qui sont dans le Biterrois, qui luttent pied à pied. Eh bien, ils sont 30% quand même à voter à gauche. Donc nous, on leur doit cette reconnaissance-là qui est extrêmement importante. Et il nous faut parler, notamment les grands émetteurs, tu es une plus grande émettrice que moi, il faut arriver à dire, au détour d'une phrase, bien que ces territoires-là, eh bien, ils sont les fers de lance en fait de nos idées dans des territoires dans lesquels on ne parle pas vraiment. Mais ça fait écho en fait avec ce que nous sommes à la France Insoumise. Parce que qu'est-ce que nous avons fait comme travail par rapport au quartier populaire? On a reconnu des personnes qui sont exclues. On a reconnu des personnes en disant mais peu importe ce que vous croyez, la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous habillez, la manière de ce que vous mangez, eh bien vous êtes pleinement français et vous êtes pleinement reconnu comme étant en capacité d'agir dans la société et d'agir dans l'univers politique. Vous avez votre place, ici, c'est chez vous. Eh bien, c'est ce que nous avons dit, en fait, dans ces quartiers. C'est ce qu'eux, ils ont entendu, même si on ne l'a pas formulé comme ça. Parce qu'ils savent que sur le racisme, eh bien, on ne cédera pas. Eh bien, à partir de là, eh bien, on a offert une possibilité de reconnaissance. Et cette possibilité de reconnaissance, en fait, eh bien, c'est la même que l'on peut avoir dans les territoires ruraux, dans lesquels, eh bien, en fait, il y a des choses aussi qui parlent dans notre éthique et dans notre objectif humaniste. Alors, je donnerai 3 exemples. Un, en me décalant un peu, c'est le travail qu'est en train de faire Antoine Léaumont. Antoine Léaumont, il est en train de dire la République, c'est nous. Voilà, avec une formule, je ne sais pas où c'est qu'il a pris cette formule. Mais il a dit, le drapeau français, c'est le nôtre. Parce que, oui, le drapeau français, il a eu plusieurs utilisations, l'extrême droite s'en est saisie. Mais le drapeau français, c'est celui aussi de la Révolution. Et donc, il veut dire quelque chose dans notre imaginaire. Et c'est cet imaginaire que nous devons convoquer. Pareil pour la Marseillaise. On doit être fiers de pouvoir chanter la Marseillaise parce qu'elle veut dire quelque chose de l'ambition révolutionnaire que nous avons et de la continuité dans laquelle nous sommes avec l'ensemble de la première, de la deuxième République et de la troisième. Et donc, on ne laisse pas des symboles à l'extrême droite. Nous devons être fiers et nous devons aller chercher dans nos traditions, ici notre tradition républicaine, ce qui fait fierté et ce qui fait sens pour nous politiquement. Eh bien, c'est la même chose sur des choses qui sont plus locales. Je pense par exemple à la viticulture. Vous allez entendre parler que la viticulture, tout le monde serait à l'extrême droite. Eh bien non, en fait. Il y a de très nombreux viticulteurs qui sont de notre côté, qui produisent... ils essayent de produire en bio, ils essayent de produire en petite quantité, ils produisent à la main, ils se cassent la tête de savoir comment ils vont s'adapter au changement climatique. Et bien ça, ce sont des efforts extrêmement forts qu'ils font, et d'ailleurs, c'est eux qui vivent le mieux de leur travail. Actuellement, la crise, elle concerne surtout la viticulture qui est industrialisée, qui est mécanisée. Et donc, nous avons à pouvoir parler de ces territoires-là, de ceux qui produisent de cette manière-là, parce que en fait, ça fait écho à ce que nous portons dans notre programme. Et je prendrai un autre exemple qui m'a valu quelques débats entre nous, c'est celui de la bouvine, des courses camarguaises. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'organisation, mais s'il y a bien un lieu et quelque chose dans lequel s'exprime la Nouvelle-France,
la France, la créolisation de la France, c'est bien dans la question de la bovine. Et je vois quelques gardois qui sont ici, qui sont très contents que j'en parle, effectivement. Parce que qui sont les champions? Ça a toujours été comme ça. Mais qui sont les champions de course camarguaise, qui est un sport absolument très difficile, hein, c'est un sport de haut niveau. Bien, c'est Sabri Alouani, qui a été 10 fois champion de la course camarguaise, qui a eu le trophée des As. Et Zakaria Katif, qui est aussi maintenant à 5 trophées. Bien là, on a Zakaria, Zico, comme on l'appelle. Eh bien, c'est un enfant de Montpellier. C'est un enfant d'Aiglongue. Et donc, il a été au club, je regarde Rani Sliman qui est ici, il a été au club de Saint-Martin. Et donc, là, il a voulu faire le malin devant les copains pour aller voir devant la vachette. Eh bien, maintenant, il s'est pris au jeu. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de racisme dans le milieu de la Camargue. Mais si nous ne parlons pas à ceux qui apprécient cette tradition taurine, qui sont des gens de gauche, et si nous ne sommes pas en capacité d'aller chercher, de montrer comment justement il y a ce que nous portons, c'est-à-dire cette nouvelle France qui s'incarne aussi dans les territoires, eh bien je crois que nous faisons fausse route. Et il est important que des personnes, et j'en ai pris la responsabilité, puissent mettre en avant aussi, avec le respect de l'animal, c'est pas la corrida, ça n'a rien à voir, eh bien qu'on puisse mettre en avant ce qui est des fiertés locales qui répondent aussi à notre exigence de programme. Pour continuer à faire un pas de plus, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc on a vu dans l'Hérault, on a le nord de l'Hérault qui vote plutôt à gauche et le sud urbanisé qui vote plutôt à l'extrême droite. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, on a un rapport entre des centres, des petites villes qui font centre, et des périphéries, et donc des petits villages qui sont autour. Et Clémence, je voulais te montrer, on n'a pas pu covoiturer, passer ensemble, je voulais te montrer en passant, en remontant ici de Montpellier, on aurait pu passer par Montoulieu, qui est un petit village, il n'y a pas un lotissement, c'est totalement... c'est agricole, il n'y a pas beaucoup d'habitants, je n'ai plus le chiffre en tête, mais on n'est pas nombreux en dessous de 400 habitants. Et bien là, on vote 80% au second tour pour le candidat Nouveau Front Populaire. On passe la colline, 4 km, on arrive à Moulès et Bossel. C'est un grand lotissement. Et là, on a les exclamations, Moulès et Bossel. Tout le monde ne vote pas à l'extrême droite à Moulès et Bossel. Il ne faut pas être caricatural. Hein. Mais bon, on est à plus de 60% quand même. Et puis après, on passe le pont. On arrive ici, à Ganges. Et là, on a ces petites villes qui est extrêmement agréable, avec un centre-ville plutôt en difficulté, plutôt pauvre, avec des HLM qui sont ici. Oui, il y a des tours dans les bourgs. Donc il ne faut jamais avoir passé la porte d'un bourg pour ne pas savoir qu'il y a des tours dans les bourgs. Et donc, non, sans polémique aucune, hein. C'est pas mon genre, effectivement. Et donc, on a effectivement, là, eh bien, on est en tête. Même si c'est dur avec le Rassemblement National, on est quand même en tête dans ces petites villes. Alors, moi, il me semble qu'il faut en donner une explication. Ce qu'on voit, c'est que donc, là où il y a des centres, c'est-à-dire en fait à partir de 3500 habitants, en fait, on est obligé d'avoir des HLM. Donc ça veut dire qu'il y a des classes populaires. En plus, on a des centres-villes dégradés qui souvent font du logement social de fait. Donc on a des classes populaires. Et les classes populaires, elles votent à gauche. Mais on a aussi beaucoup de cadres, souvent de la fonction publique, ou de petites entreprises qui sont aussi, parce que le niveau de formation est très déterminant dans le vote, c'est même le principal facteur déterminant, des gens qui ont des formations un peu plus élevées et qui ont tendance à voter pour nous. Et donc c'est pour ça que dans ces centres, eh bien, on est beaucoup plus fort, tandis que dans les périphéries, et ça tu en parleras un peu, il me semble, sur le travail qu'avait fait Félicien Faury,
C'est-à-dire on a plutôt des classes intermédiaires, des gens qui ont pu avoir accès à un crédit, parce qu'ils travaillent. Donc ce n'est pas les personnes les plus pauvres qui vivent dans les villages et les lotissements. C'est plutôt des personnes qui en fait ont accédé à ce que leur en va dû, et ce dont je parlais depuis tout à l'heure, ben, la question du tourisme. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une villa? C'est un lieu de villégiature dans lequel on se fait un petit cocon, dans lequel on est bien, on va travailler et on revient. Et ça me fait penser à une camarade qui est sur Clermont, qui est en train de monter son groupe d'action, et elle me disait, ben, ça fait 7 ans que je suis dans mon village, à Clermont-Lérault. Je viens de pas très loin, elle vient de Bédarieux, et elle me dit, ça fait 7 ans, et en fait, je connais pas grand monde. Et c'est pas parce que c'est pas quelqu'un qui n'est pas ouvert. Elle travaille à Béziers, donc elle prend sa voiture, elle rentre. Mais en fait, elle n'arrive pas, et la structure urbaine fait qu'on n'arrive pas à rencontrer les gens. Donc c'est pour ça que des lieux comme ici, c'est extrêmement important parce qu'on peut se croiser. Et donc il y a une réflexion à avoir extrêmement importante de savoir quelle est la forme urbaine que nous allons vouloir à l'avenir. Mais il faut voir aussi ce que ça fait. Mais pourquoi ici à Ganges, on vote majoritairement pour la gauche, et de l'autre côté du pont, à Moulins et Bossel, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental et qui a été oublié et qu'aujourd'hui on entend très clairement, c'est-à-dire qu'il suffit de parler pendant 10 secondes avec un électeur du Rassemblement national pour savoir qu'on va entendre immédiatement des propos racistes. Enfin, il ne faut pas tourner autour du pot. Enfin, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais moi j'en fais l'expérience assez souvent quand je vais à la rencontre des gens. Je l'ai fait la semaine dernière quand j'ai distribué les tracts sur le marché de Ganges. On m'a dit « Ah, extrême droite, c'est moi !» Et puis, parce que c'est vrai, il y a trop d'arabes ici. Voilà, immédiatement, et ça n'a même pas pris 10 secondes. Ça n'a même pas pris 10 secondes. Eh bien, bien souvent, des personnes qui vont s'installer dans ces zones pavillonnaires, ce qu'elles font, c'est qu'elles se distinguent socialement. C'est un vote de conviction et un vote de distinction sociale, le Rassemblement national. C'est-à-dire que ben moi, je n'ai pas envie de vivre, et vous l'avez tous entendu, avec les cassos de Ganges. Voilà, c'est ce qui se passe. Il dit, moi, je vais consommer sur les périphéries, je prends ma voiture, je vais sur les côtés, mais je ne vais pas au centre, là, parce qu'au centre, franchement, vu la faune qu'il y a, et en plus au Café du Siècle, on n'en parle pas. Donc, et donc, il y a une réflexion à avoir, effectivement, sur qu'est-ce que l'on propose. Et pour moi, de faire en sorte qu'on ait des lieux de rassemblement, ça me semble absolument essentiel, mais il y a aussi la question urbaine sur laquelle il nous faut travailler. Et j'arrive à mon dernier point, en glissant, sur la circonscription dans laquelle nous sommes, la 4e circonscription de l'Hérault. Je parlerai aussi de celle de Michel Salat, qui a perdu aussi, malheureusement, qui est la 5e. Pour faire une petite comparaison, pour avoir des éléments en tête. D'abord, on peut être fier de la campagne que nous avons faite au mois de juin. C'était une magnifique campagne, il y a près de 400 personnes qui ont milité. Et moi, j'aimerais que si vous avez été dedans ou si vous n'avez pas été dedans, vous puissiez applaudir toutes ces personnes qui se sont impliquées. Parce que il n'y a que des humains qui pourront convaincre d'autres humains d'aller aux urnes pour pouvoir voter. Et on a fait une très belle résistance sur cette circonscription-là, puisque la fois d'avant, on l'avait emporté de 700 voix, et cette fois-ci, on a perdu de 700 voix uniquement. Alors qu'on a presque doublé le nombre de votants. Donc c'était une résistance assez exceptionnelle. Je dis ça parce que malheureusement, à côté, sur la 5e circo, Michel l'avait emporté de 3000 voix. La dernière fois, il perd de 2000 voix. Et donc, il y a eu un décrochage parce qu'on sait bien qu'il y a eu une mobilisation extrêmement forte du Rassemblement national parce qu'on les a donnés gagnants sur combien? 30 27. Bon, allez, 37, on est dans le sud. Donc, sur 27 sondages, on les a donnés gagnants. Et alors, je suis allé regarder dans le détail, en fait, sur la circo de Michel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on regarde l'élection de 2022 du second tour de la présidentielle, donc Marine Le Pen contre Macron,
et qu'on compare avec donc Nouveau Front Populaire, Michel Salas 2024, avec le candidat RN, justement enfariné, eh bien, en fait, Marine Le Pen, RN, entre 2022 et 2024, c'est 124 voix de plus. Voilà, sur 40 000 votants. 124 voix de plus. Donc en fait, ils ont réussi à mobiliser tout leur électorat. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas en mobiliser plus. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a un plafond de verre. Mais ils ont mobilisé tout le monde. Parce qu'ils se sont dit, là, cette fois-ci, on va gagner. Alors de l'autre côté, on se dit, ben, peut-être qu'un candidat au Front Populaire, en plus LFI, il va perdre énormément de voix. Ben, en fait, par rapport à Macron, c'est-à-dire le vote anti-Le Pen de 2022 et le vote anti-Le Pen, on peut le dire comme ça, de 2024, il y a 874 voix de moins pour Michel Salas. Donc c'est pas grand-chose en fait. En fait, là aussi, il y a eu une bonne résistance. Mais comme, ben là on a 1000 voix de moins, mais comme sur la 5e circonscription de l'Hérault, Marine Le Pen l'avait emporté de 1000 voix, eh bien... lors de l'élection présidentielle, eh bien, ça fait 2000 voix de moins. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher le reste. Alors où on va le chercher? Alors là-bas, il y a quand même quelques éléments. On peut aller chercher dans les abstentionnistes, qui sont ceux des classes populaires, qui sont au centre de Anduze, au centre du Vigan, au centre de la Grande Combe, et il y a Alès aussi, à faire un gros travail. Et donc le travail que nous avons à faire, c'est un travail d'abord d'inscription sur les listes électorales et ensuite de continuer à mobiliser dans ces quartiers-là parce que c'est l'électorat qui pourra nous faire basculer de l'autre côté et qui s'est encore abstenu cette fois-ci, même s'il a participé un petit peu plus. Et sur ce qui est de notre circonscription sur laquelle nous sommes ici, j'ai fait la même comparaison. Et j'ai été assez surpris de découvrir qu'en fait, un candidat du Nouveau Front Populaire de la France Insoumise était en capacité de faire plus qu'Emmanuel Macron en 2022 sur 58 communes. Sur 58 communes, un candidat Nouveau Front Populaire France Insoumise fait mieux barrage que Macron en 2022. Ça, c'est quelque chose quand même qui doit nous éclairer et nous dire que, bien, effectivement, c'est pas perdu. Effectivement, les campagnes, elles ne sont pas perdues et on est en capacité de pouvoir faire mieux répondre face à l'extrême droite que ce centre mou dont on voudrait nous rapprocher de temps en temps. Alors on dit, si on fait mieux sur 58 villages, comment ça se fait qu'on n'ait pas gagné? En fait, il y a 5 communes sur lesquelles on fait beaucoup moins. Beaucoup moins que Macron, même si on progresse dans ces communes-là. Ces 5 communes, ce sont les communes où il y a le plus de richesse dans l'Hérault. Donc très simplement, en fait, ce sont des communes où il y a la droite, qui est beaucoup plus présente et qui ne s'est pas déplacée. Tout simplement parce qu'on leur a dit, on va faire l'ISF. L'ISF, même peut-être que s'ils ne le paient pas, ils se sont dit, peut-être ça va tomber sur moi, donc je ne me déplace pas, je préfère Hitler qu'au Front Populaire. C'est ça la logique. Et donc la question, c'est de se dire, peut-être est-ce qu'il faut en rabattre sur notre programme. Certains peuvent nous dire ça, mais c'est pas ma conviction. C'est pas ma conviction, bien évidemment. Par contre, ce que je crois que nous pouvons faire, c'est plutôt radicaliser notre programme. Alors, le radicaliser dans un certain sens. C'est-à-dire que on a à pouvoir rassembler toutes celles et tous ceux qui, aujourd'hui, coopèrent déjà, travaillent ensemble, pour lutter contre les injustices, contre les abus de pouvoir, contre le changement climatique, contre en fait toutes ces limitations de la liberté qui fait qu'aujourd'hui on est entravé dans notre société. Par exemple sur les médias, très clairement, la liberté égoïste de quelques-uns est en train de priver la majorité de la liberté collective que nous avons de l'expression démocratique de la pluralité. Ce que nous avons à conquérir ensemble, il me semble, c'est de manière coopérative, presque, j'allais dire, ça me fait penser à Duralex, l'exemple qu'on a eu cet été, de manière coopérative, dans l'autogestion, dans lequel on peut exprimer sa liberté, mais on ne l'exprime pas tout seul, on l'exprime de manière collective. C'est une commune liberté
collectiver. C'est comme ça qu'on pense la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, on ne va pas la gérer par des entreprises privées, on va la gérer de manière collective. Parce que si on la laisse gérer par des privés, eh bien en fait, ils vont capter cette liberté d'accès à l'eau, alors que cette gestion, elle doit être collective. Eh bien, il me semble que c'est là-dedans que l'on peut arriver à élargir, eh bien, à s'adressant à tout le monde. Parce que l'ensemble des travailleurs qui aujourd'hui, qui soient sur des petits salaires ou des salaires plus élevés, en fait, ils sont confrontés au même capitalisme. Ils sont confrontés à ce capitalisme qui, en fait, est en train de détruire la planète et qui détruit les relations sociales. Et cette destruction des relations sociales, pour moi, elle a un tournant et elle se situe dans les années 70. Dans les années 70, peut-être certains l'ont en tête, il y a un événement majeur, j'estime, je le marque de cette manière-là, c'est le moment de l'IP, où des ouvriers décident qu'ils n'ont plus besoin du patron, ils n'ont plus besoin des actionnaires, ils vont reprendre l'entreprise et ils vont pouvoir autogérer leur entreprise. Et là, croyez-moi, ça a flippé. Parce qu'ils sont allés aussi sur l'Arzac, ils ont fait des choses ensemble, etc. Et donc, partout dans la société, il y avait cette idée qu'on pouvait gérer nous-mêmes aussi bien la question économique, mais la liberté dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple, les questions de la liberté par rapport au racisme, toutes ces questions-là, elles étaient posées dans les années 70. Et je crois qu'ils ont eu très peur à ce moment-là. Et donc il y a eu une stratégie qui a été celle d'individualisation du monde. Et cette stratégie d'individualisation du monde, elle s'est structurée de manière très très concrète. Par exemple, le moment où on ne finance plus du logement collectif, où on passe à de logement individuel, c'est la fin des années 70. Le moment où on délocalise, où on fait de la sous-traitance, où on met en place des CDD, où on met en place l'intérim, c'est dans les années 70, à la fin des années 70, où on individualise le rapport au travail. Et je crois à l'Institut Lagouti, vous avez reçu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui nous a parlé du management et comment on individualise au maximum la relation de travail. Mais c'est vrai aussi dans les écoles. Regardez aujourd'hui comment on a explosé les collectifs dans les lycées. Dans les lycées, il n'y a plus de classe. Dans les lycées, on a explosé les collectifs. On a fait la même chose dans le collège. Il n'y a plus de classe dans les collèges, puisqu'on a fait les groupes de niveau, on individualise. Qu'est-ce que c'est que l'habitat individuel? Je l'ai parlé, mais aussi la voiture. C'est le fait d'avoir individualisé le rapport au déplacement alors qu'il était collectivisé. Et donc, on a un rapport qui s'est totalement individualisé au monde, et je pense même que ça a dépassé simplement nos vies au quotidien, enfin ça rentre dans nos vies au quotidien. Eva Illouz a écrit un beau texte sur effectivement l'amour, comment le capitalisme est rentré dans les relations intimes. Je pense à l'autofiction dans la littérature, au stand-up aussi, qui est une manière d'individualiser. Et donc on a un monde qui est extrêmement poussé dans l'individualisation. Eh bien nous, le programme que nous avons et le programme que nous défendons, je crois qu'il est de faire la démarche totalement inverse, c'est-à-dire de recréer du collectif, parce que c'est dans ces collectifs que l'on peut lutter, mais c'est dans ce collectif aussi que l'on va pouvoir se retrouver de manière bien plus large que ce que fait le Rassemblement national, qui en fait essaye de diviser les uns et les autres. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Je ne sais pas si j'ai fait 25 minutes, peut-être un petit peu plus. Un point de plus, mais je savais que j'allais être long, désolé. En tout cas, merci beaucoup.